Merci à tous. Donc, aujourd'hui, effectivement, si vous m'entendez bien, on va parler donc d'un avenir, d'un avenir plus durable, un ciel plus durable avec vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que je m'entends pas trop bien. Oui, j'ai une... Ah ouais. Bah, moi, de voilà. C'est mieux comme ça? Ok. Vous voulez vraiment une... Je m'entends trop. Merci. Très bien. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Allez, c'est ok. On reprend. Donc avec Aurélie, que je laisserai se présenter tout à l'heure, on va effectivement évoquer cette problématique-là. Aujourd'hui, comme vous le voyez, donc l'aviation est un des acteurs les plus innovants, mais en impact écologique qui n'est pas négligé. Aujourd'hui, vous le savez, on en a même parlé hier, l'impact écologique, l'urgence écologique, très importante. Et donc, on se posait la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'intelligence artificielle en grande partie. Et vous verrez aussi avec les équipes d'Aurélie, etc., qui peuvent fournir. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions pour respirer la planète et pour être innovant tout en étant responsable. Oui, je te laisse la parole. Merci. Je suis Aurélie Grasso-Victoria, je travaille chez Aguaro. Je me mets là. On est partenaire d'Oscalian, on est un éditeur de logiciels, on propose des solutions sur la durabilité des opérations. On a un pied assez ancré dans l'IT et tous les projets digitaux, mais on travaille aussi pour toutes les verticales. Quand on parle d'IA, on parle d'IA verte, on parle d'usage de l'IA qui viennent révolutionner, optimiser l'empreinte environnementale des processus industriels. De quoi on parle? L'idée là aujourd'hui, c'est de vous montrer des use cases, d'essayer d'aller un peu loin pour pouvoir avoir un dialogue. Donc on a l'IA, on peut faire quoi? On peut faire d'optimisation des systèmes industriels, des systèmes énergétiques, des différents processus. Souvent quand on optimise, on utilise moins de choses. Donc souvent on réduit aussi l'empreinte carbone. On utilise aussi pas mal l'IA pour pouvoir améliorer son efficacité énergétique. Donc on trouve quand même pas mal d'usages dans le monde industriel sur ces sujets-là. Et puis de manière globale, en tout cas sur l'aviation, il n'y a pas que les opérations d'un avion qui vole. Il y a aussi tout l'écosystème. Et donc du coup, l'IA peut aussi être utilisée pour pouvoir améliorer toute la partie logistique, la conception, le remplissage des avions, etc. Peut-être un petit pas, si je m'évoque. Quand on parle d'IA responsable, IA verte, IA durable, IA responsable, de quoi on parle? Déjà, quand on parle de IA responsable, on parle d'une IA qui est à la fois qui répond à des critères sur les critères environnementaux, mais aussi des critères sociaux et de gouvernance, ESG, RSE. Voilà, c'est ça le principe de l'IA responsable. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est très important quand on travaille avec son client, c'est déjà de comprendre de quoi on parle, de quel type d'IA on parle. Est-ce qu'on est vraiment sur de l'IA générative ou est-ce qu'on est en fait sur du machine learning, sur du deep learning? Voilà, il y a tous ces composantes-là qu'on met globalement dans le concept de l'IA. Elles emportent pas toutes les mêmes effets en termes environnementaux, en termes éthiques, etc. Comment est-ce qu'on peut mener un projet d'IA responsable? Déjà, l'IA responsable, c'est une IA qui va être bien conçue. Mais c'est-à-dire que dans la façon dont elle va être techniquement conçue, on va avoir suivi un certain nombre de référentiels qui existent. Il y a beaucoup de travaux en ce moment avec des référentiels comme le ERIA 31 de l'Institut du numérique responsable qui, pour le coup, est déjà sorti. Il y a aussi des travaux au niveau de l'ITU, International Telecommunication Union, une instance de l'ONU, sur justement tous les projets qui sont des projets IT for Green, comment est-ce qu'on compte. Il y a des travaux au niveau de l'ADEME, l'Agence française sur la transition environnementale. Il y a un ensemble de référentiels qui peuvent être utilisés pour savoir si on est en train de concevoir un projet qui est bien fichu en termes d'utilisation des technos. Après, une IA responsable, elle est bien conçue, elle est bien mise en œuvre. Parce que tout l'enjeu aussi, ça va être tout le projet de bout en bout. L'éco-conception d'un projet, c'est de bout en bout. Donc ça veut aussi dire sur quel type de données elle va être entraînée. Est-ce que ces types de données, c'est des données qui sont des données qui emportent des biais, etc. Donc là, pour le coup, dans les projets, le fait d'être accompagné, c'est important.
Et puis le dernier point le point aussi qui va être important dès lors qu'on dit qu'on fait de l'IA pour améliorer l'empreinte environnementale, ça va être le fait de savoir comment est-ce qu'on évalue cet impact, les gains, comment on définit le scénario de référence sans IA, avec IA, enfin comment est-ce qu'on fait les choses en étant sûr de ce qu'on fait. Et le dernier effet, qui est l'effet quasiment le plus dur à mesurer, c'est une IA bien conçue, c'est une IA qui maîtrise l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on se met pas du coup à consommer 10 fois plus ou à faire voler 10 fois plus d'avions, tout ça parce qu'on a optimisé le circuit de ces différents avions. Donc dans l'IA responsable, il y a aussi cette idée de maîtriser l'effet rebond de bout en bout. Alors, l'aviation, on parle de quoi en termes de pollution? On parle d'un secteur qui va être un secteur qui émet 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre. Ça semble pas beaucoup, mais c'est beaucoup. C'est quoi les émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'aviation? C'est 2 grandes familles, la consommation de carburant et aussi les traînées de condensation. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, vu que les avions ils montent haut dans l'atmosphère, en fait, les émissions qui font haut dans l'atmosphère comptent plus. Elles ont un effet réchauffant plus fort que celles qui ont fait sur Terre. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un véritable enjeu à la décarbonation. La bonne nouvelle, si on peut dire, c'est qu'avec c'est une sorte de l'IATA, avec des travaux relativement simples sur la gestion intelligente du trafic, on peut économiser déjà 10% de ses émissions. C'est toujours pas moins 30, moins 50 d'ici à 2050, mais c'est quand même déjà 10% qui sont assez atteignables. C'est passé. Ah oui, pardon, c'est moi. On est là parce que je vois pas. Les systèmes d'IA pour l'aviation, si on rentre un peu plus dans le détail, ça va faire quoi? Ça va travailler par rapport aux conditions météorologiques, par exemple. Donc, mieux connaître les conditions météorologiques pour pouvoir faire des analyses en temps réel et être plus efficace sur la trajectoire et aussi sur la consommation de carburant. Ça va aider à gérer les retards, parce que on sait qu'il y a souvent des retards et que ça désorganise un peu tout, ça gêne les passagers, ça gêne tous les plannings, etc. Et puis, indépendamment d'incidents, c'est aussi une façon d'optimiser le trafic aérien quand tout va bien et éviter la congestion, les avions qui tournent alors qu'ils ne devraient pas tourner, etc. Je passe la parole à Cécile. Merci Rémi. On va passer à quelques exemples concrets. Ne vous inquiétez pas, c'est très accessible à tous. J'ai parlé un peu de l'IA embarquée, on a vu très globalement les effets qu'avait l'aviation, l'industrie aéronautique sur l'environnement. C'est ce que nous, on voudrait pouvoir proposer, vous expliquer, c'est qu'est-ce qu'on peut nous proposer en termes d'intelligence artificielle pour nous accompagner, pour réduire toutes ces émissions de gaz à effet de serre notamment et toute cette consommation d'énergie. Dans l'occurrence, vous voyez tout ce qui est prévision intelligence avec de l'accompagnement, de l'aide en fait à l'équipage. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut prévoir en retour des prévisions météorologiques notamment, les conditions vibrantes, on peut voir un système embarqué, avoir des prises de décision à temps réel qui sont prêtes sur les conditions de vol. Donc l'idée, c'est vraiment de faire de l'amélioration de la trajectoire, de réduire les risques. Et en faisant ça, ça nous permet aussi d'optimiser la gestion du carburant, donc la gestion de la consommation. On a aussi donc petite optimisation en temps réel. Donc là, on a aussi la gestion des risques, parce que parfois on peut avoir des projectiles, on peut avoir des oiseaux, des objets, des choses qui arrivent et qui sont imprévues. Tout ça, ça contribue aussi à de l'amélioration des systèmes. Grâce à la vision, vous pouvez prendre les systèmes de computers les jeunes, qui vont détecter des objets ou des oiseaux qui vont apparaître devant un appareil. Et puis donc, comme je disais, la sécurité et l'économie. Donc, pour comprendre un petit peu tout ça, on a des projets. Alors là, on m'a mis un exemple sur Chlore, qui est un projet qui a été réalisé par Scalian. Donc là, vous pouvez imaginer, en fait, vous êtes dans un hangar avec un avion, et donc 4 caméras qui sont posées aux 4 coins du hangar, avec un système d'intelligence embarqué qui est posé directement et qui interagit pour vérifier où en est l'assemblage de l'avion. Donc c'est un monitoring en temps réel. Vous avez l'information qui arrive sur votre écran. L'aile droite est en train d'être assemblée, l'aile gauche est en train d'être assemblée. L'avion est complètement complété. Et alors en parallèle, sur un petit plus, c'est que dans ce cas-là, c'est souvent, vous avez un souci avec les 5 vitesses, vous ne voulez pas que les personnes apparaissent à l'écran.
Donc on avait ajouté un système d'anonymisation en plus qui faisait disparaître les parcelles à l'écran. Ce qui nous montre que on peut avoir des systèmes intelligents qui permettent de faire plusieurs choses en même temps. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on a des systèmes comme ça, on n'est pas toujours obligé d'avoir des systèmes qui sont trop gourmands en consommation. Donc l'idée, c'est d'avoir des systèmes qu'on appelle les plus frugaux possibles. On n'a pas forcément beaucoup parlé les iPhoning et de l'IA, donc le fait d'avoir soit des matériels qui va être spécifiques pour que ça soit pas trop connu comme consommateur, soit de l'IA qui va venir aider les systèmes, parce que ce sont pas très consommateurs. En tout cas, ce qu'ils conseillent de faire chez nous, c'est vraiment ça, et accompagné d'Alvaro pour faire les têtes. Je passe ce soin sur la caisse et pour ça. Donc la maintenance prédictive, je vous ai dit, c'est quelque chose de très accessible à tous. On parle de machine learning, ça peut être un peu de gros mot pour certains. Et imaginez simplement une puissance de calcul qui est multipliée par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et qui peut faire de l'optimisation de données, puisqu'on va pouvoir prendre une grande quantité d'informations et traiter en temps réel et faire de la prévision sur la défaillance des pièces, de la détection d'anomalies. Donc ça a été fait également sur certains projets qui nous permettent de faire des tests sur les essais en vrai, notamment. Donc tout ça, c'est du temps gagné, forcément, puisque une défaillance de pièces, c'est de la sécurité évidemment, mais c'est aussi du temps gagné, un temps de trajectoire gagné, et on revient toujours sur la même chose, une consommation qui est optimisée. Donc voilà, et après de la perspective, sur l'optimisation des conditions. Alors là, on a parlé tout à l'heure très rapidement dans le prévision météo, la gestion du trafic également, et tout ce qui est, alors, on n'a pas parlé de la congestion aérienne aussi, ça c'est un vrai sujet. Mais la congestion aérienne, les embouteillages, on en a vu beaucoup, je pense, certains pour venir au salon du Bourget. C'était très problématique. Mais pour les avions, parfois, c'est la même chose. S'il y a des retards, on est obligé d'attendre, etc. Je passe un peu trop de parler. Je suis en arrière. Et donc, le principe est le même. C'est que si vous attendez, votre avion, il va consommer, etc. Et en plus, c'est un effet en chaîne. Donc, plus on attend, plus on a de retard, etc. Et plus on consomme. Donc l'idée d'avoir une IA qui va optimiser ça, ces temps de trajet, de trafic, etc., qui va pouvoir prévoir, parce que c'est une gestion, là on parle de gestion de planning, très concrètement. Si vous avez des retards à un aéroport ou à un autre, vous voulez une IA qui est connectée et qui va optimiser tout ça. Donc là, c'est un gain de temps. Et évidemment, on ne l'a pas dit, mais bien sûr, un petit gain de temps, il dit aussi un gain d'argent pour les compagnies aériennes, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc la réduction de l'empreinte carbone, ça reste un bonus. On va pas se mentir, dans l'aéronautique, c'est pas la priorité, mais en attendant, ça peut être quelque chose qui, on l'espère, demain, sera ancré dans toutes les compagnies. Pour donner d'autres exemples, sur l'aviation autonome, ça c'est un sujet, parfois on parle des voitures autonomes, des systèmes autonomes, là on parle de l'aviation autonome. Pourquoi? Avec un pilote augmenté. Alors, on a vu ça dans des systèmes d'IA, alors notamment sur la gestion de projet par exemple, où on peut avoir notamment un accompagnement d'intelligence artificielle classique, comme on peut tous utiliser, des assistants avec du ChatGPT, du Copilot, etc. En fait, pour les pilotes, c'est la même chose. On va avoir un système d'IA qui peut vous aider à prendre des décisions, puisqu'il optimise tout ça, et donc on considère qu'on a un pilote augmenté, puisqu'il est accompagné en temps réel par des capteurs, par de l'IA embarquée, par des systèmes d'intelligence artificielle qui sont programmés pour nous aider à prendre des décisions. Ça peut aussi sauver des vies. Ça ne veut pas le dire. La navigation autonome. Alors, je sais pas si vous étiez là, mardi, on a fait un autre talk avec notre partenaire Airbus et on a discuté la navigation autonome avec les systèmes d'IA embarqués qui nous permettent de diriger directement des véhicules, par exemple des bus. On avait vu le bus UpNext avec Airbus, qui était dirigé, alors soit on avait un système d'IA embarqué sur un drone qui pouvait prévoir la trajectoire du bus, soit directement sur le système, sur le bus en lui-même, et qui ne nécessitait pas de pilote. Et l'interaction machine et main, là c'est vraiment l'idée d'avoir de la fluidité dans les informations, même si on va le dire, on va le répéter, l'intelligence artificielle est toujours en être l'être, c'est-à-dire toujours le considérer comme un assistant. Ça ne remplace pas l'être humain. Donc on a cet aspect-là qui n'est vraiment pas négligé. La maintenance automatisée, il n'a pas une maintenance prédictive, c'est bien, mais pourquoi pas la maintenance automatisée? On peut détecter les anomalies
en collision, pourquoi pas les réparer, les auto-réparer et éviter de graves accidents et gagner du temps et encore une fois, gagner en efficacité énergétique. Et puis enfin, à terme, son envisage, c'est d'aller vers une piste autonome, donc avec des drones passagers, avec des livraisons autonomes, avec des avions qui n'auront pas de pilote. Alors bon, je vous l'ai dit, pour l'instant, je pense pas que je pourrai passer à bord, mais peut-être que demain, ça sera notre quotidien à tous. Alors pour la cybersécurité, sujet très important, on va pas plaisanter là-dessus. On l'a vu d'ailleurs sur le stand aussi, on a certaines personnes qui ne scannent pas les QR codes pour raison de sécurité. Sur l'aviation, c'est une chose. Donc, c'est bien sûr par rapport à la décarbonation, ça a un effet un peu moindre. Et quoique, c'est vrai qu'on a plusieurs aspects. C'est ce qu'on voudrait, c'est vraiment se dire, on va détecter les comportements anormaux, notamment. Donc on peut avoir sur les réseaux aériens et sur les attaques potentielles. Donc ça c'est très important. Ça peut aussi faire gagner du temps. Donc par exemple l'IA va surveiller des flux de données qui viennent des capteurs d'avion et qui va détecter sur le réseau s'il y a un trafic qui est suspect, par exemple. Donc on va analyser tout ce qui est analyse des menaces avec l'identification des vulnérabilités également. Donc là on a tous les historiques d'attaque, donc on a pu avoir, on prend des informations, on fait de la prédiction sur les menaces potentielles, sur les tentatives de piratage également. Je ne pense pas, parce qu'on se dit c'est un système informatique, mais l'avion c'est pareil. Et on a aussi alors notre deuxième partie c'est la réponse automatisée. La réponse automatisée, là on est plutôt sur tout ce qui est mesures de protection. Il va s'adapter à certains protocoles spécifiques pour renforcer la défense des systèmes. Ensuite, la détection des intrusions, c'est la même chose que ce que vous pouvez trouver assez souvent sur des logiciels malveillants, par exemple. Donc, on a des algorithmes en fait qui vont détecter les anomalies pour essayer de repérer s'il y a une intrusion, s'il y a un passage, quelque chose comme ça. C'est très très important et ça évite de perdre la sécurité, que ce soit en vol ou qu'au sol, Et enfin, la sécurité des communications. Aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir des interceptions qui sont pas complètes. Donc là, on va détecter les interférences. Ça se fait au niveau des drones aussi, on voit souvent ça avec les brouillages, par exemple, de communication, etc. Donc là, c'est l'idée, c'est essayer de vérifier si on n'a pas un système de brouillage et si on n'a pas un système d'interception de communication, etc. Tout ça, ça nous permet, on n'oublie pas, de gagner du temps, de ne pas perdre d'informations, de ne pas avoir d'accidents potentiels. Et finalement, tout ça, ça contribue aussi à l'amélioration énergétique. Donc pour conclure, si vous avez bien reconnu, si vous avez bien tout compris, voilà quelques aspects, on n'a pas tout dit évidemment, mais voilà quelques aspects de comment on pourrait envisager l'IA pour améliorer la gestion pour un ciel plus durable, des aspects d'IA embarqués, de maintenance prédictive, d'optimisation de trajectoire, de gestion du trafic aérien, aller vers l'aviation autonome et évidemment privilégier la cybersécurité. Je vais laisser la main à Aurélie avant qu'on conclure. Merci. Du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui peuvent être mis en place, que ça promet un certain nombre d'avancées d'un point de vue environnemental. Après, là où il faut faire attention, je le redis, c'est l'effet rebond. Et nous, c'est un peu notre job aussi de fournir des outils qui permettent justement de piloter toute l'informatique, tout le digital qu'on met en plus, pour vérifier qu'on atteint bien les objectifs qu'on s'est donnés en termes d'impact de durabilité. Merci Aurélie. Et chez Scalian, pour conclure, effectivement, qu'on travaille avec Aguaro et ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de miser sur ça, sur une IA éthique, utile, frugale, le plus possible dans nos usages, pour répondre concrètement aux besoins industriels. Et l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des cas d'usage précis. Donc, quand on discute ensemble, quand on fait des projets, on s'appuie sur ces cas-là. Et on essaie de développer tout ça sur les propriétés, donc les principes de propriété, sobriété, transparence. C'est vraiment très important. Et évidemment, conformité réglementaire, on n'en a pas pareil là. On pourrait en faire tout un talk autour de l'AIA, si vous en avez entendu parler. Ça, c'est aussi quelque chose qui est pas du tout négligeable. Donc demain, ce qu'on voudrait faire, c'est savoir des solutions qui soient à la fois innovantes, mais qui aient quand même un impact mesurable, et puissent limiter toute la complexité technologique, en fait, si elle est inutile, et que demain, en termes de consommation de ressources,
nous sommes plus responsables, plus raisonnables pour un ciel, un avenir plus noble. Merci à tous.